Dans le cadre des Classiques au détail, série de rencontres proposées par Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche une fois par mois, la rencontre du lundi 5 octobre 2020 était consacrée à l'analyse du recueil de Brantôme, Vie des dames galantes, et notamment le chapitre sur les dames qui font l'amour et leur mari cocu. Bonne écoute. Voilà, alors bonsoir. Alors pour cette deuxième opération des Classiques au détail en période de coronavirus, donc on est un peu moins nombreux, mais c'est normal. Et puis bon, voilà. Alors l'idée de ces Classiques au détail, pour ceux qui n'ont jamais assisté, donc c'est une explication de texte sur un texte classique français pendant une heure et demie, une heure trois quarts. Et donc on prend souvent des auteurs des programmes scolaires, alors Boileau, La Fontaine, Racine, enfin bien d'autres, Montesquieu et bien d'autres. En prenant aujourd'hui Brantôme, je prends quelqu'un dont le nom est très connu. D'abord parce qu'il y a la ville de Brantôme en Dordogne, très jolie, particulièrement jolie. Il y a un rapport entre ce personnage et cette ville de Brantôme, on va voir. Et aussi parce que dans ses souvenirs vaguement de littérature, rarement des souvenirs scolaires, on sait qu'un certain Brantôme a composé un livre dont on n'ose pas trop parler, dont généralement pas lu, mais que parfois on a aperçu dans une bibliothèque, qui s'appelle « Vie des dames galantes ». Et donc voilà ce livre, Vie des dames galantes, dans une édition récente, celle de Madeleine Lazare. Et c'est le texte que j'ai pris là. Cette édition de Madeleine Lazare est une édition qui est en partie un peu traduite, c'est-à-dire l'orthographe, si vous avez regardé un petit peu le texte, est modernisée. Quelques mots sont modernisés pour rendre le texte plus facile de lecture immédiate. Mais je vous ferai lecture de quelques passages dans l'édition, on va dire, originale. Alors, Brantôme, c'est quelqu'un qui ne ressemble pas du tout à l'idée que l'on se fait d'un écrivain au début du XXIe siècle, à la suite du long XXe siècle et peut-être du XIXe siècle lui-même. Au fond, pour nous, un écrivain, c'est évidemment quelqu'un qui écrit beaucoup de livres, qui assez souvent commence assez jeune, et puis qui, de manière régulière, publie jusqu'à sa mort, qu'on espère tardive, un certain nombre de livres. Bon, très bien. Par exemple, il y avait ici, il y a 2 semaines, je crois à peu près, Laurent Mauvigné, qui a commencé à écrire assez jeune et qui, plus ou moins, tous les 2 ans, sort un roman aux éditions de Minuit en général. Bon, typiquement, voilà un écrivain. Voilà. Bon, évidemment, Victor Hugo, typiquement aussi, encore plus de livres, bien entendu, mais on va dire Philippe Solers, qui n'en finit pas de sortir des livres, Pascal Quignard, tous ces gens sortent 1 ou 2 livres par an de leur vivant. Et on peut d'ailleurs espérer qu'après leur mort, quelques livres posthumes surgissent encore. C'est pas impossible que Solers mort ou Quignard mort surgissent encore dans les librairies. Avec Brantôme, c'est un peu embêtant, parce que ce type n'a absolument pas publié une seule ligne de littérature, de ce qu'on appelle littérature, ni de poèmes, ni de mémoires, ni de récits, pendant son vivant, pendant sa vie. Il a vécu, il est mort en 1614, et ce n'est que 60 ans après, 55 ans après, que son œuvre a commencé à être imprimée. Donc c'est assez bizarre. Pour nous, un écrivain, c'est un type qui écrit au présent des livres qui se succèdent, alors beaucoup de livres, ou en tout cas un certain nombre de livres pendant son présent. Or là, on a un écrivain qui ne publie pas une seule ligne de son vivant. Il n'imprime rien. Il y a quelques autres cas. Il y en a un qui est célèbre, qui est le duc de Saint-Simon au XVIIIe siècle, qui mène sa vie, disons, dans des affaires politiques diverses et variées, aussi complexes que les affaires politiques d'aujourd'hui, bien entendu. Il espère devenir quelque chose de très important à la cour du roi, enfin, après la mort du roi Louis XIV, pendant la Régence, et puis ça échoue, et puis il se retire dans ses terres, et il écrit un énorme livre qui sont ses mémoires, qu'il enferme un peu avant sa mort dans des caisses de fer qui sont ouvertes 30 ou 40 ans plus tard, et de sorte qu'effectivement, les œuvres de Saint-Simon ne sont publiées réellement qu'au XIXe siècle, donc assez longtemps après la vie de Saint-Simon. Donc on a là typiquement un cas d'un écrivain, d'un des plus grands écrivains français, le duc de Saint-Simon, qui n'a pas été connu comme écrivain de son vivant. Personne n'a su qu'il écrivait, sa femme, ses enfants, ses proches immédiats, etc. Mais personne ne s'est dit, ah voilà. Alors ça c'est une première chose très particulière de l'écrivain moderne. Bon, depuis le XIXe siècle, c'est quelqu'un qui écrit des livres qui se succèdent, beaucoup de livres, un certain nombre de livres, pendant le cours de sa vie. Puis il y a une deuxième idée plus ou moins régulative,
c'est que l'écrivain, c'est un type qui est censé plus ou moins entrer en littérature. Alors je prends l'expression d'entrer en littérature à Pascal Quignard, qui dit qu'il est entré en littérature, on va dire comme un moine entre en religion. Donc on se consacre essentiellement à cela pendant sa vie. Alors, bon, si on a la chance d'avoir plus ou moins une fortune, comme Marcel Proust, ben voilà, bon, on n'a pas besoin de gagner sa vie par ailleurs, donc on fait cela essentiellement. Si on a la chance d'être publié assez jeune, on va dire comme Solers, Quignard et quelques autres, et d'avoir un certain succès, on peut vivre plus ou moins de sa plume de manière, bon, plus ou moins, en étant plus ou moins riche, mais une sorte d'horizon comme ça. L'écrivain, c'est quelqu'un qui presque se sacrifie quant à sa vie pour essentiellement écrire. C'est une idée qui est très discutable, mais qui est une idée un peu régulative maintenant. Je suis écrivain, j'écris, voilà. Or, Brantôme a fait absolument n'importe quoi dans sa vie. Il a fait la guerre, évidemment. Il a même été abbé à un moment. Il a évidemment eu des maîtresses assez nombreuses, naturellement, on connaît un certain nombre de noms. Il a voyagé, il est allé partout où on pouvait aller à l'époque. Il est allé à Malte, il a fait la guerre au Maroc, il a fait la guerre en Italie, il est allé dans les Flandres. Bon, il est allé partout. La guerre en France, évidemment. C'était un catholique. Il a étripé un nombre assez considérable de protestants, bien entendu, pendant qu'un type qui vivait au même moment, effectivement, Agrippa d'Aubigné, écrivait, enfin, quant à lui, étripait un nombre assez considérable de catholiques, bien entendu. Donc, il a fait beaucoup de choses, et il n'a écrit que très tard. Il a bien failli ne pas écrire, pour deux raisons. La première, que s'il avait réussi dans ses activités politico-militaires vraiment, probablement il n'aurait jamais écrit. C'est que quelque part, on va le voir, Brantôme a tout raté, et parce qu'il a tout raté, il s'est dit, bon, je vais écrire quelques trucs, voilà, ça va m'occuper. Mais surtout, il est tombé de cheval. Alors ça arrive, bon, il était en colère parce qu'il avait tout raté, évidemment, et il avait un cheval blanc. Et il est tombé de son cheval blanc quand il avait, disons, 55 ans à peu près. Je crois que c'est en 1583, la fin de l'année. Il tombe de son cheval, et là, patatras. Bon, c'est très embêtant hein, pour les nobles à la Renaissance et au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, de tomber de cheval. Il tombe de cheval, il se casse un certain nombre d'os. Pendant 18 mois, il reste au lit, d'accord. Et ensuite, il peut plus jamais faire de cheval quasiment, ou pas faire la guerre en tout cas, véritablement. Et donc, il est coincé dans son château, dans ses terres, à côté de Brantôme, dans la Dordogne, où il y a un château qui appartient toujours, il est inhumé, on reviendra un petit peu là-dessus. Et donc, quand on commence à être vieux, quand on a le dos cassé, quand on a plus ou moins tout raté, on verra comment il a tout raté un petit peu, on écrit pour passer le temps, voilà. Deuxième idée, donc, qui est assez éloignée de l'idée de l'écrivain. Hein, l'écrivain moderne, on se dit, il écrit beaucoup, il publie, surtout il publie. On sait que Jean d'Ormesson est un écrivain, ou était un écrivain quant à lui, parce que tout le temps, il y a des livres qui sortent de lui. On sait qu'Emmanuel Carrère est un écrivain, parce que tous les 2 ans, Emmanuel Carrère dit « Coucou, c'est moi », un nouveau livre qui apparaît. Bon, à peu près ce rythme-là. Bon, tous les 3 ans, tous les 4 ans, voilà, il n'y a pas de problème. Houellebecq vient de sortir encore un petit opuscule, etc. Ça, c'est un écrivain. Et puis, au fond, on se doute que Houellebecq ne peut pas faire grand-chose d'autre dans sa vie qu'écrire, vaguement quelques bouts de film en rapport avec tout ça. Bon, c'est comme ça. Enfin, voilà, ça paraît relativement naturel. Il gagne très bien sa vie en écrivant, il vit de l'écriture, il écrit, voilà, il est consacré à ça, très bien. Donc, ça, c'est 2 idées très importante dans la mythologie de l'écrivain. Ça n'a pas toujours été comme ça, hein, bien entendu. Et puis il y a une 3e idée qui est régulative, là aussi, bon, depuis 2 ou 3 siècles, mais très forte, c'est qu'un écrivain, c'est un type qui écrit bien. Et donc, il travaille vraiment sur... Alors, vous connaissez la formule de Boileau, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez. Et donc, un écrivain, c'est quelqu'un qui n'écrit pas comme, bon, j'écris moi-même, quand j'écris une lettre aux impôts ou n'importe quoi, ou quand j'écris quelques notes sur je sais pas quoi, enfin, voilà, très bien. Un écrivain, c'est quelqu'un qui arrive à la perfection du style. Hein, voilà un mot tout à fait régulatif. Et donc, quand il rend sa copie à l'imprimeur, il rend un texte qui est censé être parfait, vraiment aussi au point que possible, voilà. Alors, il y a quelques exceptions. Je reprends encore Saint-Simon. Le duc de Saint-Simon écrivait aussi mal qu'on pouvait écrire selon les normes du XVIIIe siècle, c'est-à-dire de l'époque des Lumières, pendant l'époque il écrit, pendant laquelle il écrit. Chateaubriand a fait une formule assez célèbre à propos du duc de Saint-Simon. Il dit « Il écrivait à la diable des pages pour l'immortalité ». Donc, il écrivait à la diable, c'est-à-dire un peu n'importe comment par rapport à l'élégance admirable du style de Voltaire, par exemple, ou de Diderot, ou de Chateaubriand lui-même. Il y a dans le texte de Saint-Simon des bizarreries lexicales, des syntaxes
chaotiques, des phrases trop longues, des mots qu'il invente, etc. Je vous laisse à côté l'orthographe, il s'en fiche complètement, mais sous l'Ancien Régime, l'orthographe n'est pas régulative. Alors, si je prends Brantôme et je lis les dernières lignes de la vie des Dames galantes, eh bien, j'ai ceci, donc c'est la fin du livre. Dans cette édition, page 536. Je crains d'avoir répété ici plusieurs mots et contes que j'avais déjà dit dans d'autres de mes discours, en quoi je prie ceux qui me feront ce bien de les lire, de m'excuser, car je ne suis pas un grand discoureur, ni n'ai la mémoire assez bonne pour me souvenir de tout. Donc j'ai fait plein de contes, bon excusez-moi, bon je me suis répété, c'est pas grave. Plutarque, ce grand personnage, répète bien dans ses œuvres plusieurs choses 2 fois. On sait bien que nous on ne doit pas répéter si on est un bon écrivain. Mais surtout, aussi, ceux qui voudraient faire imprimer mes livres n'auraient besoin que d'un bon correcteur pour corriger le tout. Point final. Donc voilà. S'il y en a qui, par hasard, ont envie d'imprimer mes livres, ce dont ils ont besoin, c'est d'un correcteur. Allez-y, travaillez, faites quelque chose pour que ce soit un peu mieux, que ça ressemble à quelque chose. Donc, Bourdeil, on va revenir sur ce nom-là, Brantôme se présente clairement comme un écrivain absolument imparfait. Qu'un correcteur intervienne, voilà, oui, très différent. Lorsque Flaubert publie le manuscrit de l'éducation sentimentale, qui s'est publié, bon, un imprimeur de mauvais caractère à ses yeux modifie 2-3 virgules, quelques majuscules, etc., l'orthographe de d'autres noms, et Flaubert est furibard. Il écrit, c'est une honte absolue. Enfin, on crache sur son œuvre. Enfin, la moindre virgule, c'est ça qu'il a voulu très précisément. Et bien sûr, Baudelaire fait la même chose avec Les Fleurs du Mal. Et un écrivain contemporain, normalement, il rend à son éditeur un manuscrit aussi parfait que possible. Il va éventuellement admettre peut-être une relecture pour quelques coquilles, des choses de ce genre. Mais l'éditeur ne va pas publier, évidemment, un truc plus ou moins informe, mal foutu, voilà. Et l'autre dit, allez, des correcteurs. Donc, c'est une troisième idée très importante. Brantôme n'est pas un écrivain du style, pour employer des choses comme ça. Il n'est pas un écrivain du style. Au demeurant, si je me place chez ses contemporains, il y en a un autre qui est un peu pareil. Et Montaigne. Montaigne, il naît 7 ans avant Brantôme. Brantôme, on ne sait pas très bien quand est-ce qu'il est né, à 1 ou 2 ans près. Il est né en 1540, 41 peut-être, 39, enfin il est né à ce moment-là. Et Montaigne est né en 1533, donc il y a un écart d'âge. Et Montaigne publie des textes qu'on trouve admirables à certains égards, mais que toute l'époque classique a trouvé mal écrits, parce qu'effectivement, il y a des répétitions, il y a des mots bizarres, il y a des tours de syntaxe un peu bizarres. Au fond, ce sont des essais, il s'essaie. D'ailleurs, il le dit lui-même, il écrit par saut et à gambade. Quand on fait à saut et à gambade, on fait un peu n'importe quoi. Voilà. On ne prétend pas être clair, élégant, parfait, un modèle de ceci ou de cela, bon, comme Voltaire l'a été de manière très nette, comme Philippe Solers, les romans, les textes de Solers sont admirablement écrits, les textes de Quignard sont admirablement écrits du point de vue de la langue, de la clarté, etc., etc. Donc très bien, on est très loin de cela, on a quelque chose de bizarre par rapport à l'idée que l'on se fait de l'écrivain. Alors à ces 3 idées régulatrices, ça en ajoute une 4e. C'est que, normalement, un écrivain est connu pour soit une œuvre unique, et qui sera un chef-d'œuvre. Alors, c'est par exemple Les Liaisons dangereuses de Charles de Laclos au XVIIIe siècle, voilà, un chef-d'œuvre absolu. Charles de Laclos a rien écrit, ou quasiment rien écrit à côté, enfin, en tout cas, rien écrit qui relève de la littérature, soit pour un massif d'œuvres. Bon, c'est le cas de Victor Hugo, donc il y a un certain nombre d'œuvres de Victor Hugo, n'importe qui peut en citer 5, 6, 7, 8, Balzac, Molière, etc. Bon, très bien. Donc, d'un côté, des écrivains d'une œuvre unique, bon, quelque part la recherche du temps perdu, mais qui comporte des sous-parties très nombreuses, soit des gens qui font des massifs. Et voilà, et on se dit, on connaît plusieurs œuvres de ce personnage. N'importe qui peut citer, normalement, 5 ou 6 romans de Balzac, 5 ou 6 œuvres de Victor Hugo, etc., etc. Très bien. Eh bien, Brantôme a beaucoup écrit, énormément écrit, des tomes et des tomes et des tomes et des tomes, publiés au XIXe siècle, mais une seule œuvre est connue et rééditée régulièrement, Vie des Dames galantes. Pour le reste, il faut aller chercher dans des éditions du XIXe siècle, chez les bouquinistes, on trouve des machins comme ça, que j'ai trouvé il y a quelques jours, place du Capitole, voilà. 3 vies illustres. En fait, il y en a des dizaines de vies illustres pour lui. La plupart du temps, d'ailleurs, les éditions des Dames galantes, c'est des trucs comme ça, du 19e siècle. Ou bien, si on cherche les poèmes de Brantôme, la dernière édition des poèmes de Brantôme, c'est 1920, donc c'est vraiment ancien. Voilà.
Et au XXe siècle, eh bien, si je vais dans la librairie Ombre Blanche, que je parcours beaucoup, je vais trouver pour Brantôme uniquement La vie des dames galantes dans cette édition. L'édition Garnier jaune est épuisée depuis quelques années, introduite par Maurice Ras. Très bien, on va trouver ça, effectivement. Donc on a une œuvre, une seule œuvre, très connue par son titre, beaucoup de gens ont entendu parler, très peu de gens l'ont lu. Très très peu de gens l'ont lu. Et il faut dire que quand on veut la lire, en effet, il y a deux solutions. Ou on la lit en français du XVIe siècle, c'est un peu difficile. C'est pas plus difficile que Rabelais ou Montaigne. Hein. C'est un peu difficile parce que la langue est passée. Mais quelque part, ça ressemble en rien à ce qu'on aime en général dans la littérature moderne. Par exemple, on aime des romans un peu courts, au contraire très longs, avec une structure narrative que l'on peut suivre assez bien. On aime les émotions, ou on aime les idées. Or, qu'est-ce qu'on a dans les vies des dames galantes? On a des anecdotes, et encore des anecdotes, et toujours des anecdotes, plus ou moins courtes, plus ou moins longues, des phatrasies, un tas de trucs et de machins, qui tournent autour d'un seul sujet, la vie des dames galantes. Alors, ça n'en finit plus. Hein. Il y en a 400, 500 pages dans cette édition-là. Il peut y en avoir un peu plus dans d'autres éditions. Ça dépend de la pagination que l'on met. Et on a des anecdotes, on va dire des histoires de fesses, des histoires de fesses, des histoires de fesses. Dans le monde des dames galantes, c'est-à-dire pour Brantôme, des femmes d'un certain niveau. Il n'est pas, ou pratiquement jamais question, des souillons, des bergères, des cuisinières, des prostituées, etc. On est entre dames de la cour, de la noblesse. Les hommes qui circulent sont des nobles. Alors de temps en temps, il y a un valet par là qui apparaît, que les dames se tapent, mais on n'en parle pas plus. Hein, c'est juste un outil, un machin qui sert là. Donc, on est devant une œuvre qui ne raconte pas une histoire, mais des centaines d'histoires, des milliers d'histoires, qui est écrite vraiment à la diable, véritablement, et qui presque étonne et accable. Alors cette œuvre-là, elle est l'élément d'un diptyque. Brantôme avait écrit et laissé au manuscrit la vie des dames illustres, les grandes dames, Marie Stuart, par exemple, bien sûr, qu'il a connue, qu'il a accompagnée en Angleterre, bien sûr, mais aussi la vie des dames galantes. Et les dames galantes, ce ne sont pas des dames illustres. Donc il y a un bipôle. Le titre lui-même, Vie des dames galantes, n'est pas de Brantôme, pas plus que la vie des dames illustres. Hein. On va voir que c'est les éditeurs plus tard. Donc on est devant un livre, il faut le dire, difficile à lire. Difficile parce que la langue est difficile, parce que ça ne ressemble pas à ce qu'on aime en littérature, disons en général, mais ça ressemble à des œuvres souvent de la Renaissance. En effet, un certain nombre d'œuvres de la Renaissance sont plus ou moins illisibles. Si on essaie de lire Béroald de Leverville, c'est terrible. Si on essaie de lire Agrippa d'Aubigné, c'est extrêmement pénible. Alors on est du côté du camp protestant, voilà, parce que ça n'en finit plus de massacrer du catholique, de les triper. Il faut en avoir envie. Et même si on essaie de lire Montaigne, alors évidemment Montaigne c'est la France, enfin tout ce que l'on veut, etc. Mais c'est quand même long, difficile, compliqué, etc. Et j'ai vu avec mes étudiants, chaque fois qu'il y avait Montaigne au programme, c'est très très difficile de se retrouver dans ce truc-là. On ne sait jamais où sont les passages, les citations, ça raconte 36 000 histoires. Et donc cette idée d'une œuvre compliquée qu'il faut lire, relire, voilà, dont il faut, je reprends un peu comme Rabelais, extraire la substantifique moelle, parce qu'on va la mâcher, la relire, revenir dessus, ne pas la lire du début à la fin, dans un sens, mais la reprendre, revenir. C'est pareil pour Rabelais. Très difficile de lire tout Rabelais du début à la fin. Évidemment, quelques passages par-ci par-là dans le Gardemichard, très bien, mais si on se tape le premier livre, le deuxième livre, le quatrième livre, le 15e livre, etc., personne n'y résiste, enfin tranquillement, enfin en tout cas une première fois, c'est très difficile, il y a des moments où on ne comprend absolument rien. Et là aussi, je me souviens avec mes étudiants, on avait le quart livre il y a quelques années au programme, ils n'y comprenaient rien. Heureusement, il y avait des notes partout, et pas simplement parce que c'est la langue ancienne, mais parce qu'il y a des allusions, des jeux, des astuces, etc., des couches d'épaisseur, etc. Et c'est fait pour qu'on ne comprenne pas. C'est pas fait pour que ce soit clair. Quand on lit un texte de Voltaire, il est fait pour que n'importe qui le comprenne, à moins d'être idiot et de ne pas parler la langue française. Enfin, c'est ces deux choses-là. Voilà. Mais n'importe qui parle la langue française et pas complètement idiot peut lire un texte de Voltaire ou un texte de Rousseau. Hein. Voilà, le texte littéraire de Rousseau, ça se lit. Il suffit de parler français et d'avoir les neurones qui fonctionnent à peu près. Voilà. Mais Béroald de Verville ou Rabelais, non. On peut être très savant. Et vraiment, ça résiste. Donc, on est devant quelque chose qui est un peu difficile. Et alors, c'est d'autant plus difficile
que ça parle d'une seule chose, on va dire de sexe, effectivement, et du sexe des femmes. Alors c'est très étrange, beaucoup d'auteurs du XVIe siècle, toujours les mêmes, retombent au programme de l'agrégation de lettres modernes et classiques. Depuis des années et des années, reviennent régulièrement Montaigne, Ronsard, Rabelais, qui d'autre, Du Bellay, enfin voilà, bon. Voilà. Il y a 5 ou 6 auteurs qui reviennent régulièrement, j'en ai oublié un ou deux, peu importe, Agrippa d'Aubigné, bien sûr. Agrippa d'Aubigné, on va voir les rapports avec Brantôme. Mais Brantôme, non. Comme les Comtes de La Fontaine, non. Comme le Marquis de Sade, non. Parce que le sujet fait peur. Le sujet fait peur, bien que Brantôme ne ressemble pas du tout au Marquis de Sade, ça ne ressemble pas du tout au Comte de La Fontaine non plus, c'est vraiment autre chose. Mais le sujet, à la fois fascine, attire, on se dit aïe aïe aïe, voilà. Mais en même temps, ça fait peur, en quelque manière. Alors c'est un des grands secret des études littéraires, qu'effectivement, on fait le tour d'un certain nombre de grandes œuvres pour des raisons différentes. Une partie, l'œuvre de Céline, on en fait largement le tour, à part Le Voyage au bout de la nuit. L'œuvre de Sade, on en fait largement le tour, mais aussi l'œuvre de Brantôme, on en fait largement le tour. Et donc, voilà un auteur tout à fait étrange, tout à fait paradoxal. Qui était l'homme ? L'homme ne s'appelait pas Brantôme au départ, il s'appelait Pierre de Bourdeille. Alors, Pierre de Bourdeille, né vers 1540, dans le Périgord. On n'est même pas sûr exactement l'endroit où il est né. On sait que sont ses parents, donc François de Bourdeille, son père, et Anne de Vivonne, sa mère. Vivonne, c'est vraiment un très joli nom. Ceux qui connaissent un peu Proust savent qu'il y a une rivière qui s'appelle la Vivonne dedans. Donc ce type naît dans une famille aristocratique, donc le but c'est de faire la guerre. Il a un frère qui fait la guerre. Donc il a de la chance parce que sa grand-mère est à la cour, elle est demoiselle d'honneur de Marguerite de Navarre. Marguerite de Navarre, c'est la sœur de François Ier, donc une des femmes les plus intelligentes du XVIe siècle, l'autrice de l'Heptaméron, c'est-à-dire ce recueil de nouvelles, imité en quelque manière de l'italien de Boccace, mais en fait réinventé prodigieusement. Donc, il est un des grands textes littéraires de la Renaissance française. C'est une femme extraordinaire, véritablement. Voilà. Et donc, il va, quand il a à peu près 16 ans, à la cour de Marguerite de Navarre, c'est-à-dire une cour absolument brillante, extraordinairement brillante. Elle a été très bien élevée. Voilà, les meilleurs artistes du temps sont là autour. Elle est très subtile, etc. Elle est très tolérante en matière religieuse, enfin, etc. Enfin, voilà. Là, c'est vraiment. Et donc, là, il se forme là. Il va faire du droit à la cour, enfin à Poitiers, mais en même temps il va se former en partie à la cour. Et puis il va prendre le nom de Brantôme parce que son frère est tué à la guerre, et donc le roi Henri II le nomme, le jeune Pierre de Bourdeille, abbé commandataire en 1557 d'une abbaye, l'abbaye de Brantôme. Alors abbé commandataire, c'est très bien, ça rapporte beaucoup d'argent éventuellement, mais ça ne vous oblige à rien. Alors, la commande, avoir une abbaye en commande, c'est l'inverse d'être titulaire. L'abbé titulaire, in titulus en latin, in titulum plutôt, c'est celui qui vraiment est là, dirige les moines, se soumet à la règle monastique, et donc religieux, véritablement. Mais de temps en temps, on manque d'abbé titulaire. On manquait d'abbé titulaire, donc on ne met en commande, c'est-à-dire de manière provisoire, un type qui allait faire le boulot, gérer un peu les affaires financières en particulier, mais c'est pas nécessairement un religieux, ça peut même un homme pas très moral. Et très vite, évidemment, certains se sont aperçus que les abbayes, ça rapportait, parce que dedans, vous avez des moines, des frères convers qui travaillent, bien sûr. Donc, ce sont des grosses exploitations, par exemple agricoles, mais pas simplement agricoles. Donc, effectivement, l'abbé commandataire, c'est pas mal, parce qu'il n'est pas obligé de se soumettre à la règle monastique, ni d'être abbé le moins du monde, enfin, voilà. Et il ramasse l'argent. Et à partir, disons, du XVIe siècle, il y a de plus en plus d'abbés commandataires, c'est-à-dire de gens qui, comme Pierre de Bourdeille, devenu seigneur de Brantôme, reçoivent une abbaye en compensation ou en récompense de services rendus ou en compensation de malheur. Ici, le malheur, c'est que le frère de Bourdeille est mort, et donc Henri II donne à son frère une abbaye, voilà, tranquillement, et donc ça va faire de l'argent, et donc du coup, il récupère le titre de seigneur de Brantôme. Alors, pour les étudiants, parfois c'est un peu choquant, parce qu'effectivement, le seigneur de Brantôme
abbé de Brantôme, abbé commendataire, va mener une vie qui n'est pas du tout celle d'un saint homme, le moins du monde, hein, évidemment pas, bien entendu. Alors, cette pratique des abbés commendataires, ça a été une grande catastrophe sur le long terme pour les abbayes, en France en particulier. Vous savez qu'au XVIIIe siècle, il y avait pratiquement plus que des abbés commendataires dans les abbayes, et donc c'était des exploitations agricoles avec très peu de moines sérieux à l'intérieur, et voilà, le système a détruit le système monastique français en particulier à la longue. Alors Brantôme, abbé commendataire, va pas s'embêter, il va assez rapidement faire un voyage en Italie. Alors, en Italie, quand on a 20 ans à l'époque, pourquoi faire? On va en Italie pour voir, alors il l'appelle les honnêtes courtisanes. Voilà, donc il va faire du tourisme sexuel. Voilà. Donc à 20 ans, l'abbé de Brantôme part faire un peu de tourisme sexuel. Pendant 2 ans en Italie, on fait le tour tranquillement. Voilà, donc c'est très bien, on se forme. Et donc voilà, tout simplement. Et il va aussi visiter, du tourisme au sens moderne du terme, il va sur les lieux des batailles. La bataille de Marignan, la bataille de Pavie, etc. Il fait du tourisme, tout simplement. Donc il commence comme ça. Donc on va dire, on est très loin d'un abbé de cour. Et puis ensuite, vous savez que donc Marie Stuart, va aller se transporter en Angleterre, elle finira mal, voilà. Et Brantôme va profiter du départ de Marie vers l'Angleterre pour aller faire un voyage en Angleterre. Donc il a 24-25 ans. Vous voyez, donc on voyage, il fait comme Montaigne, on voyage à travers l'Europe, plus encore que Montaigne. Et puis, très rapidement, à l'époque, ce n'est pas très grave de trahir la patrie. On s'en fiche complètement de la patrie, qu'un sang impur abreuve nos sillons, tout ça c'est la Révolution française. Donc on est au service du roi, mais s'il y a un autre roi qui vous donne un peu plus d'argent, on y va, voilà. Donc le roi puissant de ce moment-là, au milieu du XVIe siècle, c'est Philippe II. Donc en Espagne, bien entendu. Alors Philippe II a très envie de mater un peu les morts. Vous savez, régulièrement, il faut mater les morts. C'est le Cid, vous savez, tout ça, voilà. Et donc, il embauche des mercenaires. Et parmi ces mercenaires se pointe Brantôme, qui dit, écoutez, je suis prêt à aller visiter l'Espagne et, on va dire, l'Afrique du Nord. Et là, il fait ses premiers exploits militaires en prenant du côté de Ceuta et Melilla quelques fortifications. Voilà, très bien, il fait la guerre, voilà, tout simplement. Donc, au service de Philippe II. Ce qui, du point de vue de morale politique moderne, n'est pas excellent. Mais tout de même, il y a quand même un ennemi vraiment très fort, c'est les Turcs. Alors ça, les Turcs, c'est toujours l'ennemi, voilà, il faut bien, voilà, on n'est pas très loin de la bataille de Lépante. Donc les Turcs, comme d'habitude, les Turcs ont toujours envie de coloniser la Méditerranée orientale et puis de déborder un petit peu. À ce moment-là, ils sont très actifs du côté de Malte, et donc, effectivement, Brantôme, comme au demeurant à peu près son contemporain un peu plus tard, quant à lui, Cervantes, va se battre contre les Turcs. En effet, vous savez que Cervantes se retrouvera un peu plus tard à la bataille de Lépante. Donc, il se balade dans la Méditerranée orientale et il fait la guerre contre les Turcs. Il veut faire même mieux parce qu'il trouve la guerre tellement bien qu'il a envie de devenir corsaire. Voilà, et donc de piller pour lui, voilà, tout simplement. Mais il est retenu parce que le plan rate, et donc il se retrouve à la bataille de Jarnac, vous savez, là, pas très loin où Mitran maintenant, voilà. Et donc, il fait la guerre, tranquillement, à la bataille de Jarnac. Il participe à toute une série de batailles, par exemple la bataille de Dreux. Alors, là, je vous passe un peu les détails, parce qu'ensuite, on passe de Henri II, maintenant, voilà, les Charles, et puis Henri III et autres. Donc, il va participer aux guerres de religion. Il va être de tous les coups des guerres de religion, il va être très ami avec Catherine de Médicis, il va trouver que la Saint-Barthélemy, tout ça, c'est très bien, plus on égorge de catholiques, mieux c'est, jusqu'au moment où, malheureusement pour lui, effectivement, il tombe de cheval en 1583. Alors il s'était un petit peu retiré déjà des opérations militaires un peu avant, parce qu'il râlait. Il râlait parce que il espérait devenir sénéchal, c'est-à-dire ministre de la police du Périgord, celui qui domine un petit peu, succédant donc à un de ses frères qui était sénéchal. Mais le roi Henri III ne le nomme pas parce qu'il se méfie de lui, parce que ce type est un peu exalté. Voilà, on ne le nomme pas sénéchal. Vous savez, l'équivalent du Sarkozy de l'époque, en tout cas pour une région, simplement. Voilà, on ne le nomme pas. Donc il est très mécontent contre Henri III. Il l'insulte et tout ça. Apparemment c'est en fureur. Il était en fureur. Il tombe de cheval et là il est blessé, pendant 18 mois il reste dans son lit, et puis il ne pourra plus faire la guerre, il ne pourra plus trop même faire de cheval, et c'est ainsi qu'il va vivre les dernières années de sa vie dans son château, à Richemont, qu'on peut visiter toujours, voilà, qui est un magnifique petit château, où il est enterré maintenant, et jusqu'en 1614, il ne va rien faire d'autre que, un peu de politique, quand même. Il va à la cour de temps en temps essayer de magouiller un petit peu quelque chose, mais essentiellement, il écrit ses mémoires,
Alors c'est énorme, hein, c'est des tomes et des tomes. Il écrit la vie des hommes illustres, il écrit la vie des dames illustres, et puis il écrit dedans, effectivement, les textes qui s'appellent la vie des dames galantes. Alors pourquoi ça s'appelle la vie des dames galantes? Parce que 60 ans, enfin non, 45 ans après la mort de Brantôme, en 1664 et par là, 65, voilà, en Bretagne, en Hollande, à Leyde, est publié par un certain Sambix le Jeune. Les Sambix, c'est une génération d'imprimeurs, est publié, effectivement, on ne sait pas pourquoi, l'œuvre de Brantôme, une bonne partie de l'œuvre de Brantôme. Alors c'est une édition extrêmement fautive. On ne sait pas très bien comment le manuscrit sont arrivés entre les mains de Sambix. Sambix se dit il y a un coup à faire. Au milieu du XVIIe siècle, on est à l'époque de Louis XIV, il y a des gens qui s'intéressent à l'époque antérieure, c'est-à-dire à l'époque des guerres de religion. Vous voyez, c'est dans cette mode-là que va se situer, par exemple, La Princesse de Clèves, quelques années plus tard. Hein. Puis donc c'est un roman qui se passe à l'époque de Henri II, au moment de la mort de Henri II en particulier. Donc il y a une demande pour des textes historique, écrit par des gens comme Agrippa d'Aubigné, c'est un protestant, lui aussi est édité au XVIIe siècle, hein, essentiellement. On porte un regard arrière sur cette époque pour avoir des informations, comme, nous, on peut avoir intérêt à regarder des choses sur la guerre de 40, enfin des choses comme ça, voilà, donc on regarde un petit peu derrière. Il y a aussi un lectorat qui est devenu beaucoup plus abondant qu'à la Renaissance, donc quelqu'un publie ça. Et c'est dans le livre de Sambix, enfin dans les éditions par Sambix, apparaît ce titre, Vie des dames galantes, qui fait donc pendant à Vie des dames illustres. Et puis il y a une deuxième édition en 1740, simplement, vous voyez, donc presque un siècle après, 80 années plus tard, donc c'est publié à Paris, avec de nouveau ce titre, Vie des dames galantes, avec d'autres œuvres de Brantôme, et en fait, le Brantôme ne sera vraiment lu qu'au XIXe siècle. À la fin du XIXe siècle, on va publier l'ensemble des œuvres de Brantôme, et en particulier, évidemment, on va publier et republier Vie des dames galantes. Alors, ça, c'est un phénomène assez particulier. À la fin du XIXe siècle, un tas de gens vont s'intéresser, on va dire, à l'envers du grand siècle, du siècle de Louis XIV, mais aussi à l'envers de l'histoire de France. Bon, la grande histoire de France, c'est Henri IV, c'est Louis XIV, c'est éventuellement Louis XIII, etc. C'est 1515, Marignan, etc. Or, à l'époque romantique, ou plutôt post-romantique, on va s'intéresser à est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière. Et parmi les choses qui se cachent derrière, eh bien, des histoires de fesses. Ça, c'est intéressant. Mais aussi des histoires d'extrémisme religieux. Agrippa d'Aubigné, des choses comme ça. Il y avait des types qui étaient complètement fous à l'époque. Alors, fous de sexe, fous de Dieu. C'est un peu pareil, de ce point de vue-là. Extrémistes. Ça va donner, un peu plus tard, les surréalistes qui vont chercher derrière l'histoire officielle s'il n'y a pas des sortes de peintres étranges, d'écrivains étranges, des fous comme ça. Alors, Brantôme est publié et republié sans arrêt à la fin du XIXe siècle comme étant quelqu'un qui part de choses sexuelles dans une histoire littéraire qui, plus ou moins, cachait tout ça. Même chose avec Théophile de Viau, par exemple. Auteur libertin, probablement essentiellement homosexuel, auteur, en tout cas ayant collaboré à un truc qui s'appelle le Parnasse satirique. Et donc on publie à la fin du 19e, au début du 20e siècle, et Apollinaire, par exemple, a beaucoup publié ces auteurs-là, des textes qui sont, disons, étranges, chauds, on va dire, qui font exploser, en quelque sorte, la moralité un peu serrée du 19e siècle, un peu serrée, enfin, je ne sais pas très bien. Et puis, Brantôme va continuer à être publié dans ce contexte-là au 20e siècle, mais ne pas avoir le succès universitaire qu'a, en quelque sorte, son rival Agrippa d'Aubigné. Alors, son rival, parce que, on va dire, ils se sont pas rencontrés, peut-être qu'ils sont aperçus sur les champs de bataille, si s'étaient rencontrés, ils se seraient évidemment étripés, mais ils vivent à peu près au même moment. Agrippa d'Aubigné un tout petit peu après Brantôme, mais ils ont pu se rencontrer sur les champs de bataille, ils étaient aux mêmes batailles, hein, voilà, ils étaient face à face, probablement ici ou là. Agrippa d'Aubigné est un protestant, détestant évidemment les catholiques, furieux contre Henri IV parce qu'il a trahi la cause protestante, quand il dit « Paris vaut bien une messe », etc., et qui publie son œuvre, enfin l'essentiel est publié après sa mort, mais qui écrit son œuvre tard dans sa vie, après avoir fait la guerre. Et son œuvre, c'est les tragiques. Et puis d'autres textes qui vont avec. Son œuvre n'est pas du tout drôle.
Son œuvre n'est pas du tout marquée par la vie des dames galantes, ou des choses de ce genre, ou des histoires très étranges autour de Marie Stuart, ou des tas de choses comme ça. Non, non. On a un grand auteur qui écrit en vers, des vers sublimes, qui plaisent beaucoup à Victor Hugo, très bien, et quelque part l'université aime beaucoup cet auteur-là. Et en face, il y a son pendant. Le pendant, c'est Brantôme. Brantôme était tout aussi enragé dans la guerre qu'Agrippa d'Aubigné. C'était des tueurs, c'était les Daesh de l'époque. C'était pas les rigolos. Ils violaient, ils tuaient, ils pillaient. Leur vie passe à ça. C'est pas du tout des antimilitaristes. C'est des tueurs, vraiment. Voilà. Et on tue à l'épée, on viole les femmes, tout ça. Ça c'est clair et net. On les coupe en morceaux. On est très net là-dessus. Donc, ce sont des extrémistes religieux. Vraiment, c'est pas des modérés du tout. Mais Brantôme écrit aussi comme Agrippa d'Aubigné, mais tard aussi dans sa vie. Alors lui, c'est parce qu'il est tombé de cheval. L'autre, c'est parce que Henri IV l'a trahi. C'est un peu sur le tard. Ils écrivent, alors qu'ils n'avaient pas spécialement envie de passer leur vie à écrire. Ils avaient envie de gagner dans la guerre. Mais Brantôme va écrire, et rester surtout célèbre, pour la vie des dames galantes, c'est-à-dire à peu près le contraire d'Agrippa d'Aubigné. D'un côté, un écrivain tragique, romantique, si on veut employer un terme pas du tout adéquat, parce que grandiloquent, avec des visions, avec l'apocalypse par derrière, etc. Bon, très bien. Et de l'autre côté, un écrivain qui raconte des histoires drôlatiques, sans arrêt, qui pose des problèmes sans arrêt. Alors, entre les deux, ou pas chronologiquement, pas tout à fait entre les deux, il y a Montaigne. Montaigne est un petit peu antérieur à Brantôme et assez nettement antérieur à Agrippa d'Aubigné. Les trois ont pour point commun des œuvres assez bizarres. Les trois ont un peu pour point commun d'écrire assez tard dans leur vie. Montaigne moins tard que les autres, mais tout de même assez tard. C'est pas Montaigne ne commence pas à écrire à 20 ans, il sort pas son premier roman à 22 ans. Pas du tout. C'est plutôt vers la fin de sa vie qu'il se met à écrire, et sa gloire sera très grande après sa mort. En réalité, lui aussi, il vit dans son château, un peu à l'écart, beaucoup moins que Brantôme à la fin de sa vie, et il se trouve que tous ces gens, ils habitent dans la même région. Brantôme, le château de Montaigne, Agrippa d'Aubigné, c'est pas très loin, ils sont par là. Agrippa d'Aubigné circule du côté de Jarnac. Je crois que c'est à la bataille de Jarnac, j'en suis plus tout à fait sûr, qui se fait à moitié étriper, et il va à cheval jusqu'à Saintes voir sa maîtresse du moment. Vous voyez, bon, ils étaient en forme, très bien. Bon, on se prend un coup d'épée, puis on y va. Non, ils sont dans le même coin, c'est-à-dire une sorte de sud-ouest de la France. Ils sont pas à Bordeaux, mais ils sont pas très loin. Ils ont des vies à certains égards un peu analogues, dans cette période extrêmement troublée, avec des écritures tardives et autres. Mais Montaigne n'est pas du tout, comme les deux autres, c'est pas du tout un extrémiste, à l'au moins du monde, c'est pas du tout un guerrier. Au contraire, c'est un modéré, un modérateur, quelqu'un qui essaie de trouver des points d'accord entre les catholiques et les protestants, tant qu'on veut. Et quelqu'un qui, certes, a pu connaître la guerre, c'est un noble, bien entendu, il connaît le métier des armes, a évidemment connu les femmes aussi, il y a des textes intéressants là-dessus, mais n'est ni obsédé par la question des femmes, ni obsédé par le sang, comme clairement Agrippa d'Aubigné. Donc on a là trois auteurs très importants de la Renaissance, qu'on a tout intérêt à lire ensemble, parce qu'ils ne sont pas exactement contemporains, mais dans un même paysage géographique et historique, ces trois très grands écrivains, plongé dans l'univers des guerres de religion, qui à certains égards ressemble peut-être au monde dans lequel on est, c'est-à-dire un monde dans lequel on ne comprend rien. Ces gens ne comprennent rien à l'époque dans laquelle ils sont, ils le disent constamment, c'est-à-dire ils sont nés sous la Renaissance heureuse de François Ier, Henri II, l'imprimerie qui apparaît, la découverte de l'Amérique quelques années avant, ils ont l'impression, c'est l'âge de la Pléiade, vraiment que on respire, c'est le retour de l'Antiquité, c'est des choses comme ça. Et puis, ces gens qui sont nés là-dedans, dans ce moment, Marguerite de Navarre, typiquement, une cour heureuse, bien sûr, se trouvent précipités, quand ils ont 40, 45 ans, dans des guerres civiles. Alors, ils prennent des partis différents, le modérateur, le catholique, le protestant, mais ils voient bien que c'est terrible, que c'est tragique, pour reprendre, effectivement. Donc, plus c'est tragique, on va penser aux dames, au sexe, à l'amour, peut-être, pourquoi pas, c'est une solution, on va faire tout cela. Alors, Agrippa d'Aubigné, Brantôme ressemble à certains égards à Montaigne et est très différent d'Agrippa d'Aubigné parce qu'il ne cesse, on va dire, de se poser la question, vous savez, de Montaigne, que sais-je ? On a à peu près les mêmes choses chez Brantôme. Je vais vous raconter des petites anecdotes. Et puis, j'en pense ça, mais c'est pas sûr que j'ai raison. D'ailleurs, j'ai changé d'avis parfois. Des anecdotes qui n'ont pas beaucoup d'importance, mais quand on y réfléchit, elles sont peut-être importantes.
Alors, je prends un passage du premier chapitre du livre, qui est un titre magnifique, sur les dames qui font l'amour et leur mari cocu. Donc voilà, c'est en direct, bon, les dames qui font l'amour et leur mari cocu, le « et » entre les deux, on ne sait pas si toutes celles qui font l'amour font leur mari cocu, mais bon, voilà. Sur les dames qui font l'amour et le mari cocu, le sur est aussi merveilleux. Et donc, il y a donc un passage, je n'ai pris un, voilà, assez typique, et je le lis. J'en ai vu beaucoup à propos desquels on pouvait se poser cette question. Quelle est la plus putain de celle qui, ayant un mari très beau et honnête, prend un ami laid, maussade et très différent de son mari, ou de celle qui, ayant un mari laid et fâcheux, prend un ami beau et bien avenant, tout en continuant de bien aimer et de caresser son mari, comme si c'était le plus beau des hommes, comme je l'ai vu faire à beaucoup de femmes. Certainement, la voie commune veut que celle qui a un beau mari et le laisse pour aimer un ami laid est bien une grande putain, ni plus ni moins qu'une personne qui laisse une bonne nourriture pour en manger une méchante et bien gourmande. Donc, si une femme quitte une beauté pour aimer une laideur, il y a bien de l'apparence qu'elle le fait seulement pour la paillardise. D'autant qu'il n'y a rien de plus paillard ni de plus propre à satisfaire la paillardise qu'un homme laid, sentant son bouc puant, sale et lascif. Et volontiers, les hommes beaux et honnêtes sont un peu plus délicats et moins habiles à rassasier une luxure excessive et effrénée qu'un grand et gros ribot, barbu, ruchetot et satire. D'autres disent que la femme qui aime un bel ami et un laid mari, et les caresse tous deux, eh bien autant putain, parce qu'elle ne veut rien perdre de son ordinaire et de sa pension. De telles femmes ressemblent à ceux qui vont par pays, surtout en France, et qui, arrivés le soir à la souper du logis, n'oublient jamais d'exiger de l'hôte la mesure du malier. Et il faut qu'il l'ait, même si ce cheval est rassasié jusqu'à la gorge. Ces femmes, pareillement, veulent toujours avoir à leur coucher, quoi qu'il en soit, la mesure de leur maillet, comme une que j'ai connue qui avait un mari très bon embourreur de bas. Mais elles veulent la croître, la doubler en quelque façon, désirant l'ami pour le jour, parce que, en éclairant sa beauté, la belle lueur du jour fait venir d'autant plus l'envie à la dame et lui donne plus de plaisir et de contentement. Et monsieur le mari l'est pour la nuit. Car, comme on dit, la nuit, tous les chats sont gris. Et, pourvu que la dame rassasie ses appétits, elle se soucie bien peu que son homme de mari soit laid ou beau. Car, comme je le tiens de plusieurs, quand on est en ces extases de plaisir, l'homme, comme la femme, ne pense à d'autre sujet qu'à celui qu'il traite à l'instant présent, encore que je tienne de mon lieu que plusieurs dames ont fait croire à leurs amis que lorsqu'elles en étaient là avec leur mari, et afin de prendre plus de plaisir, elles tournaient leurs pensées vers leur ami et ne songeaient nullement à leur mari. Et j'ai entendu des maris dire pareillement qu'étant avec leur femme, ils songeaient à leur maîtresse pour la même raison, mais ce sont abus. Les philosophes naturels m'ont dit que seul l'objet présent les dominait alors, et non l'absent, en léguant à cela de nombreuses raisons. Mais je ne suis pas assez bon philosophe, ni assez savant pour les énumérer. D'autant plus qu'il y en a certaines de sales. J'entends respecter la pudeur, comme on dit, mais pour parler du choix de la laideur en amour, j'en ai vu beaucoup dans ma vie, dont je me suis étonné 100 fois. Voilà donc un petit bout de Brantôme. Alors, s'il fallait le résumer, ce ne serait pas très facile de faire le plan, parce que ça va un peu dans tous les sens. Voilà, il y a des embranchements, on part dans des directions, un peu comme chez Montaigne ou comme chez Rabelais. C'est chaotique, à bien des égards. Un peu comme chez Montaigne aussi, on parle d'un sujet qui a l'air de rien. Vous avez le chapitre le plus court de Montaigne, s'appelle « Des pouces ». Donc les pouces, c'est pas terrible, voilà, c'est un petit machin. Et Montaigne réfléchit à partir de ce truc
tous mes doigts ont 3 phalanges, mais le pouce en a que 2. Le pouce, on pourrait me le supprimer, ça pourrait à la rigueur. Voilà. À quoi ça sert le pouce? Voilà. C'est un peu laid. Enfin, voilà. Bon, c'est pas régulier. Voilà. Et Montaigne, à partir de réflexions sur cet objet apparemment secondaire, montre l'importance de cette dissymétrie dans le corps. Et donc se met à philosopher à l'infini à partir de presque rien. Les pouces. Ça peut être les boiteux, un autre chapitre de Montaigne. Donc des choses qui ne sont pas considérées comme importantes. Les boiteux, bien entendu. Et là, donc, on a, bon, quelles sont les femmes les plus putains, pour reprendre le mot de Brantôme? Est-ce que ce sont celles qui, quand elles ont un beau mari, couchent avec un amant laid? Ou est-ce que ce sont celles qui, quand elles ont un mari laid, couchent avec un amant plutôt beau? Alors, c'est une question débile, hein, d'une certaine manière. Hein. Vraiment, c'est une grande débilité. Hein, voilà. On voit bien qu'il n'y a pas de jugement moral. On ne nous dit pas qu'elles ont tort. Non, ça va de soi qu'il y a manifestement plusieurs catégories de femmes. Il y en a qui ont des maris laids, il y en a qui ont des maris beaux, il y en a qui, ayant des maris laids, couchent avec des amants beaux, et il y en a qui, ayant des maris beaux, couchent avec... Mais on peut aussi imaginer, mais là il n'aborde pas le sujet, mais il n'aurait rien contre, qu'il y en a qui ont des maris beaux et qui couchent avec des amants beaux aussi. Enfin voilà, tout est possible. Hein, voilà, bon, tout est possible. Donc, bon, il y a des catégories, voilà, multiples et variées, qui existent. Ce qu'on sait en lisant Brantôme, c'est que les femmes ont du désir, elles sont galantes, c'est ce que ça veut dire là véritablement. À la fois, elles ont une certaine noblesse, parce que, voilà, c'est ça, la galanterie aussi, mais elles ont du désir, et ce désir, c'est pas un péché, c'est comme ça. C'est comme ça. Les femmes aiment coucher avec des hommes, et parfois d'ailleurs avec des femmes. Hein. Brantôme, ça ne le dérange pas du tout, hein, ça revient au même, voilà. Alors, ils n'appellent pas des... ce sont des fressautières, voilà, elles sont des fressautières, voilà, fressautières ou fressauteuses, enfin voilà, donc voilà, très bien, donc voilà, voilà, ou elles se fricandent, elles sont aussi des fricandières, enfin voilà, c'est pas les gays et lesbiennes, ce sont les fricandières. Les fricandières, c'est très joli aussi, hein, voilà, très joli, les fricandières. Après au 18e, on les appelle les ribaudes, enfin voilà, mais enfin peu importe. Donc tout ça existe, il observe cela, ou plutôt, il a entendu dire. Il n'est pas du tout voyeur. Il ne regarde pas par le trou de la serrure, comme tel personnage de Proust. Il a entendu dire, on lui a rapporté que j'ai vu ailleurs, au loin, voilà. Je ne raconte jamais mes histoires. Brantôme ne dit jamais, moi, avec telle ou telle femme ou avec tel ou tel homme, j'ai fait ceci ou cela. On sait bon, qu'il a eu quelques histoires amoureuses, on connaît les noms, voilà, il en parle dans ses lettres, dans ses poèmes, mais il ne dit pas autre chose que je n'ai vu beaucoup à propos desquels on pouvait se poser cette question. Oui, on est loin. À la fin du paragraphe, comme si c'était le plus beau des hommes, comme je l'ai vu faire à beaucoup de femmes. On sent qu'on est dans une sorte de mondanité. Et à la fin du texte, je n'ai vu beaucoup dans ma vie, dont je me suis étonné 100 fois. Et si je prends le début du texte que je n'ai pas commenté, retournant une fois d'un voyage en quelques provinces étrangères, que je ne nommerai point de peur qu'on devine le sujet, je veux parler avec, etc., d'une autre grande dame, etc., et c'est Catherine de Médicis, qui lui raconte des anecdotes. Donc, c'est un homme qui reçoit des anecdotes qu'on lui raconte, des histoires qu'il a plus ou moins vues d'un peu loin, sans en être mêlé, et donc c'est un chroniqueur, typiquement. Donc, ces histoires sont-elles vraies ou fausses, peu importe, c'est ce que racontent les gens et qu'il a plus ou moins vu, plus ou moins de loin. Donc c'est un fratras d'anecdotes. Alors, pour nous, on va dire un peu cartésien, on demanderait, mais monsieur Brantôme, quelles sont vos sources? Le mot modèle, il faut sourcer. Il ne source pas, il n'y a pas de note de bas de page. J'en ai vu quelques-unes, etc. Ou bien, on aurait dit, engagez-vous. Dites-nous votre sexualité. Comment vous faites vous-même? Qu'est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes comme Christine Ongo, ou je ne sais pas qui, ou comme Philippe Soler, ou n'importe qui? Voilà. Non, non, non. Il y a un spectacle, il y a un bruit, on entend des paroles, on voit au loin quelque chose, et ce spectacle, on est invité, nous lecteurs, à le regarder comme si on était au théâtre, et on voit des positions, des attitudes différentes. Voilà. Et évidemment, il ne s'agit pas simplement de voir, mais de se poser des questions. Alors ces questions, évidemment, comme chez Montaigne, elles partent de choses qui apparemment sont sans importance. Et on va dire, il y a une sorte d'accord un peu régulatif dans les sociétés, hein, voilà, pour dire, bon, soit la sexualité, c'est la chose la plus importante du monde, et c'est un grand crime éventuellement, enfin tout ça, soit c'est ce qu'on appelle la bagatelle.
ça n'a pas d'importance. Ou bien on vous brûle pour ça, hein, pour les affaires de sodomie ou n'importe quoi, ou bien c'est la bagatelle, c'est pas grave, enfin tout ça c'est pas très important. Le général de Gaulle, quand on avait parlé de la pilule, avait dit oh, c'est pas grave, c'est la bagatelle. Voilà, donc on l'autorise, c'est pas au bout du compte. Voilà. Et donc il disait bien quelque chose qui était très traditionnel. Hein. C'est la bagatelle, c'est pas grave, hein, voilà, c'est pas important. Et donc c'est à propos de bagatelle, effectivement, que vont se poser un certain nombre de questions sur les femmes, mais aussi sur plus que ça. Et on voit bien effectivement que, si je reprends la dernière forme du texte, pour parler des choix de la laideur en amour, j'en ai vu beaucoup dans ma vie dont je me suis étonné 100 fois. Et donc, quelque part, tous, on a vu un jour ou l'autre, c'est aussi la physiologie de mariage de Balzac, des gens beaux allaient avec des gens laids allaient avec des gens beaux, des gens intelligents allaient avec ce que nous appelons des crétins, des bergères avec des princes, mais ça paraît plus simple, mais parfois le prince est très laid, et voilà. Et bon, effectivement, disons, les relations amoureuses des autres, je ne parle pas des miennes, je me mets à la place de Brantôme, nous sont un spectacle constant, mais aussi un sujet de conversation infini, parfois de médisance, mais aussi d'interrogation. Comment se fait-il que? Et comment se fait-il que, à propos du beau et du laid en particulier? Mais évidemment, ça va assez loin, parce que qu'est-ce que c'est que le beau et le laid? Il n'est pas si évident qu'un homme beau, ce soit ce que j'appelle un homme beau. Il y a un texte qu'on aime bien lire avec Jean-Marie Champagne quelque part là-bas, je crois, un texte de Tarkos qui s'appelle Un homme beau. Alors un homme beau, c'est ceci ou cela. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un homme beau. Pareil pour une femme belle. Et donc celui qui est beau va être... bon, voilà. Et par ailleurs, est-ce que c'est la beauté et ce qui nous tente le plus, hein? Il y a une formulation très belle de Proust, enfin que je trouve très belle, pour faire un jeu de mots sur beau, qui dit « Il faut laisser les jolies femmes aux hommes sans imagination ». Mais peut-être qu'il faut laisser les jolis hommes aux femmes sans imagination aussi, c'est pareil. Enfin, voilà. Donc voilà. Et alors c'est une sorte de paradoxe, hein, véritablement. Voilà, Quasimodo attire, Quasimodo est sexy. Enfin voilà. Et peut-être, voilà. Mais il n'est pas sûr que dans le sexe on cherche la beauté ou la vertu ou la morale. Mais que cherche-t-on? Voilà. Puisque donc on nous dit qu'on ne rencontre même pas la personne qui est là, ni celle à laquelle on pense, et apparemment pour des raisons sales. Vous avez une formulation bien connue de Lacan qui dit il n'y a pas de rapport sexuel. Voilà, c'est vraiment là. Il n'y a pas de rapport, c'est-à-dire d'échange, de dialogue, hein, véritablement entre des individus. Il y a quelque chose qui se passe, que décrit assez bien Baudelaire dans un texte, dans un livre qui s'appelle Fusée des fragments. Il y a des gens qui se touchent, qui copulent, enfin voilà, mais est-ce qu'ils pensent les uns aux autres? Est-ce que monsieur pense à madame? Est-ce que même il pense à sa maîtresse? Est-ce que madame pense même à son amant? C'est pas si sûr, hein, voilà. On ne sait pas à quoi il pense. Bon, peut-être il pense à des choses sales. J'en dirai pas plus, parce que je suis très pudique. Enfin, voilà ce que dit Brantôme. Alors qu'il écrit des pages et des pages. Là, j'ai choisi une des pages les plus... lisible à librairie Ombre Blanche, hein, parce que voilà, simplement, voilà. Donc le livre est tout entier plein de choses vraiment terribles, hein, voilà. Vous avez des pages et des pages consacrées à la forme du sexe des femmes, et voilà. Et donc là, il faut quand même se les taper véritablement, voilà. Et voilà, donc bon, voilà. Évidemment, quand il dit qu'il est plus pudique, bon, il sait bien qu'il ne pourrait pas publier ça tranquillement, bien entendu, de son vivant. Hein. Lui qui est un catholique, un militant catholique, un guerrier catholique, un abbé. Enfin, même si c'est qu'un abbé commandataire, enfin, oui, enfin, tout ça, voilà, tout ça, bon, il faut quand même, voilà, hein, il y va, voilà. Donc, il y a un humour profond de cela, mais en même temps un sérieux profond, parce qu'il y a vraiment une question sur l'humanité. Pourquoi on est attiré par le laid, parfois, alors qu'on devrait être attiré par le beau? Alors, est-ce que c'est parce qu'on est tordu? Ou est-ce qu'effectivement, le beau et le laid ne sont pas des catégories si stables que ça? Voilà. Et donc, la question du désir féminin est une question qui se porte disons, sur le désir masculin aussi, qui est une question en fait fondamentale. Donc c'est une bagatelle, cette vie des dames galantes, mais en même temps c'est très sérieux. C'est vraiment, que sais-je? À la fin, la formulation de que sais-je pourrait résumer ce passage. Au fond des femmes, on ne sait rien. Du goût des femmes pour le beau ou le laid, finalement on ne sait rien. Quels sont les plus putains, on ne sait pas. Que sais-je? Donc on n'a pas une thèse philosophique comme Descartes en fera, comme Hegel en feront, comme Marx ou n'importe qui en feront. On est quelque chose comme chez Montaigne. Il y en a qui sont lâches à un certain moment et qui ne le sont plus à un autre moment. Alors, est-ce qu'ils sont des lâches? Non, c'est pas très bien. Tel ou tel est le roi, enfin le chef de guerre sur le champ de bataille, et après il tremble devant sa femme ou devant même sa fille ou devant son valet. Enfin, on ne sait pas très bien. Voilà. Est-il courageux? Est-il lâche? Est-il viril? N'est-il pas viril? Enfin, voilà. Toutes ces questions, Montaigne
n'arrêtent pas de se les poser. Alors, si je lis un peu le texte, quelle est la plus putain? Alors ces mots me choquent un petit peu. Alors je ne vais pas m'attarder sur les mots précisément parce que Madeleine Lazare les a en partie réécrits. C'est pas tout à fait les mots de Montaigne, de Brantôme, mais c'est presque les mots de Brantôme. Il y a quelques mots qui sont là. Alors si je vous lis le texte de Brantôme lui-même, vous appréciez un peu l'écart qui est dedans. Alors voilà, je vous lis simplement les premières lignes. Vous verrez qu'elle a adapté, mais c'est pas très loin tout de même. J'en ai vu force d'esquelle on faisait une question. Qui est la dame la plus putain? Ou celle, je lis les lettres qui est dedans, ou celle qui a un fort beau et honnête mari, et fait un ami laid, maussade et fort dissemblable à son mari, ou celle qui a un laid et fâcheuse mari, et fait un bel ami, vient avenant, et ne laisse pourtant ta bien-aimée caresser son mari, comme si c'est toi la beauté des hommes, ainsi que j'ai foire à beaucoup de fouem. Voilà. Alors, j'ai ajouté un petit peu parce que je lis un peu l'orthographe, vous voyez. Donc, si on lit l'orthographe, donc le texte est un peu plus pittoresque, mais vous voyez, donc, disons, celle qui a fait la traduction fait une traduction modérée, en quelque manière. C'est pas une traduction, elle a gardé l'essentiel de la structure syntaxique, mais elle a fait en sorte que le texte est plus accessible pour un lecteur moderne. On a fait la même chose avec Montaigne, on a fait la même chose avec Rabelais. Ça se discute, véritablement. Donc, dans le cas d'une explication de texte, on est un peu en difficulté, parce qu'on n'a pas là le texte tout à fait exact. Mais au demeurant, le texte absolument exact de Brantôme, on n'en est jamais très sûr, parce qu'on travaille à partir des éditions. Les manuscrits ont disparu. Et on travaille à partir de l'édition du XVIe siècle. Manifestement, l'éditeur de 1740 avait un manuscrit meilleur, visiblement. Et après, on essaie de supputer à peu près ce qui était à l'origine. Mais on n'a pas... Brantôme n'a pas fait imprimer lui-même le texte en disant, voilà, ça c'est le texte définitif. Il le dit à la fin de son livre, que les correcteurs travaillent. Voilà. Donc, on est sur quelque chose d'instable qui gêne le travail d'explication de texte, parce que le travail d'explication de texte, c'est on travaille sur un texte parfait, on se dit, voilà, Baudelaire a mis cette virgule-là, et on essaie d'interpréter ça à fond. Ici, c'est un peu différent, ou même très différent. Alors, quelle est la plus putain, ce mot-là est bien chez Brantôme, de celle qui ayant un mari très beau et honnête, prend un ami laid, maussade et très différent de son mari, ou de celle qui a un mari laid et fâcheux. Alors, je vais insister sur le mot fâcheux, c'est le titre d'une comédie de Molière, Les Fâcheux. Alors, les fâcheux, ça vient s'opposer au honnête. Alors, honnête ne veut pas dire ici, honnête au sens, je vole pas à Christian Torel ou je sais pas quoi. Voilà. Honnête, ça veut dire quelqu'un qui est honnête homme, c'est-à-dire agréable dans la vie mondaine, sociable. Ça peut être le pire des bandits, peut-être, mais honnête, c'est l'inverse de fâcheux. Fâcheux, ça veut dire pénible. Voilà, casse-pied, casse-bonbon, enfin ce que vous voulez, voilà. On voit à peu près ce que c'est qu'un fâcheux, c'est quelqu'un qui, dans une société, disons, mondaine, voilà, on veut qu'ils partent, voilà. Et dans la pièce des fâcheux de Molière, se succèdent les fâcheux, voilà. Et inversement, Philinte, dans le Misanthrope, est un honnête homme, non pas parce qu'il est honorable au sens moral nécessairement, mais parce qu'il est civil. Donc, ces deux aspects, donc beau et honnête, vont ensemble, parce que la beauté, c'est le rayonnement vers l'extérieur de quelque chose, bon, voilà, qu'on peut imaginer intérieur, mais en tout cas, c'est quelque part quelque chose qu'on voit, et honnête, c'est aussi quelque chose qu'on voit, qu'on éprouve. Tout de suite, on sait bien si ce monsieur est honnête, c'est-à-dire agréable, mondain, poli, courtois, et inversement, évidemment, on est tous à peu près d'accord pour savoir ce que c'est qu'un fâcheux, très très vite, bon, voilà, le pénible, l'affreux, l'abominable, voilà. Et donc, évidemment, il y a des maris qui sont à la fois laids et fâcheux, voilà. Et dans les pièces de Molière, il y en a qui sont vraiment fâcheux, on voit bien, très bien. Et naturellement, il va de soi qu'apparemment, on va préférer le mari très beau et honnête. Or, effectivement, il y a des femmes qui, ayant un mari beau et honnête, sont très contentes d'avoir aussi un amant qui sera laid, maussade et très différent de son mari. Voilà. Alors, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Il y a une formulation d'un artiste moderne qui dit « tout homme est incompréhensible ». Alors, je vais insister un petit peu sur ce point-là. Au XVIIe siècle, avec Descartes et quelques autres, Leibniz plus tard en philosophie, on s'est dit le monde est compréhensible. Et on a un outil pour cela, qui est la raison. La raison fondée sur les mathématiques, la géométrie, etc. Et donc, s'il y a de l'incompréhensible, c'est quelque chose qui n'existe pas en réalité, qui est voué
à la mort, à la destruction. Au fond, s'il y a des fous, il faut les mettre dans des asiles, enfin, on appelle ça les petites maisons à l'époque, parce qu'ils se trompent complètement, il n'y a pas de positivité de l'incompréhensible. Tout est appelé à être soumis au regard de la raison, ce que les philosophes du XVIIIe siècle vont appeler les Lumières. Très bien. Alors, cette idée-là est une idée, pour nous, très forte, qui reste dans la modernité, disons, du XIXe siècle, en particulier scientiste, positiviste, chez Jules Verne, etc., et chez une bonne partie d'entre nous, en quelque manière. Quelque part, on croit, on est convaincu qu'il y a quelque chose qui est compréhensible de tous les côtés. Alors, on sait bien qu'avec le romantisme, les ombres, chez Victor Hugo, chez bien d'autres, avec le surréalisme, avec la psychanalyse, on s'est dit, mais non, il y a quelque chose d'irréductible dans le monde et en nous, quelque chose qui est incompréhensible. Beaucoup de choses sont incompréhensibles, on ne comprend pas pourquoi. À la Renaissance, cette idée qu'il y a de l'incompréhensible, elle est vraiment, à la Renaissance, à la fin de la Renaissance, elle est vraiment fondamentale. C'est-à-dire que pour Montaigne, le monde est incompréhensible. Pour Agrippa d'Aubigné, il est incompréhensible. Pour Brantôme et bien d'autres, pour Béral de Derville, il est essentiellement incompréhensible. Et l'art classique, la pensée classique, va se construire contre ça. Il est évidemment incompréhensible, quelque part, qu'une femme qui cherche, qui a un très beau mari, aille chercher un amant maussade et compagnie. Ben oui, ça existe. J'en ai vu, j'en ai entendu parler. Alors on peut trouver des raisons. Mais si ces raisons étaient vraiment valables, eh bien, ça vaudrait pour toutes les femmes. Donc, celles qui ont mari laid et qui sont paillardes resteraient avec leur mari laid. Mais non, justement, il y en a qui sont super paillardes, putain, avec leur mari laid, qui vont chercher des amants beaux. On n'y comprend rien. On n'y comprend vraiment rien. Voilà. Les femmes sont incompréhensibles. Mais les femmes, les hommes aussi. Et quelque part, ce qui est encore plus incompréhensible, c'est qu'on se pose ces questions incompréhensibles. Vous voyez, donc c'est là que tourne le texte entier. Donc, pour nous, on est dans quelque chose qui est très très loin, effectivement, de notre rationalité. Alors, on en a une idée quand on voit les tableaux plus anciens, les tableaux de Jérôme Bosch, par exemple, mais aussi les œuvres de Rabelais, qui sont plus proches de cela. On est devant des tableaux de Jérôme Bosch, on n'y comprend rien. Et on a envie, on n'y comprend rien parce que ça va dans tous les sens, voilà. Et on a envie de trouver une clé, la clé la plus simple possible. Alors on trouve des clés. Mais chaque fois qu'on trouve une clé, c'est pas la bonne. Il y en a toujours une autre. Mais parce que, effectivement, ce qui est montré là, c'est les désastres de la guerre, le chaos, la folie. Un monde qui n'est pas compréhensible au sens de Descartes, de gens comme ça, mais aussi des gens qui auraient une clé ésotérique simple. Et avec, évidemment, là, on voit bien qu'on n'est pas chez Descartes, on n'est pas non plus chez un penseur ésotérique. On est chez quelqu'un qui dit, le monde est compliqué, écoutez, il y a des femmes qui ont des beaux maris et qui cherchent, voilà. Alors, on peut faire des hypothèses. Une première hypothèse, certainement. Alors, certainement, magnifique adverbe, voilà, c'est sûr. Oui, la voie commune, c'est-à-dire tout le monde, la plupart des gens. Mais la voie commune, c'est pas très laudatif, parce que c'est un noble qui écrit. La voie commune, c'est pas terrible, voilà. La voie commune veut que celle qui a un beau mari et le laisse pour aimer un ami laid, eh bien, une grande putain, ni plus ni moins qu'une personne qui laisse une bonne nourriture pour en manger une méchante et bien gourmande. Alors oui, on voit bien effectivement des gens qui parfois ont de la bonne nourriture chez eux et qui vont se taper des quick burgers abominables, voilà, à côté. Voilà. Donc c'est pas compréhensible, ils mangent bio, leur femme leur fait une excellente cuisine, leur mari ou peu importe, ou eux-mêmes, et ils vont manger d'affreux quick burgers à côté. Et ils vont s'en délecter. Enfin voilà, c'est pas compréhensible. Et donc ceux-là, c'est qu'ils sont vraiment gourmands, ils ont mauvais goût, mais c'est une forme de goût véritablement. Très bien. Donc, si une femme quitte une beauté pour aimer une laideur, il y a bien lieu de l'apparence qu'elle le fait seulement pour la paillardise. Oui, puisque donc, avec son mari beau et honnête, elle peut contempler la beauté. Et alors, contempler la beauté, c'est ce que souhaite le philosophe platonicien. Quoi de mieux pour l'homme que de contempler la beauté? Et en plus, si on peut le contempler, cette beauté, dans l'honnêteté, pas la morale, mais simplement le fait d'être avec quelqu'un qui est aimable, agréable, civil, courtois, galant, tout ce que vous voulez dans ce genre... Quel plaisir, si on a à la fois le beau et la forme civile de la relation humaine, pourquoi aller ailleurs? Eh bien, c'est
Peut-être parce qu'effectivement, cette femme est paillarde, ou putain, parce qu'effectivement, alors là c'est un grand thème, il semblerait, alors moi j'ai pas expérimenté les hommes laids, maussades, puants, les boucs, etc., lascifs et comme cela, bon, mesdames, peut-être vous avez expérimenté, mais en tout cas, cette idée est récurrente, mais il n'est pas sûr qu'elle soit vraie. C'est l'idée qui tourne autour de Quasimodo un petit peu, d'accord, hein, voilà, le nain, l'affreux, etc., serait sexy, quoi, voilà, quelque part, voilà. C'est la voix populaire qui le dit. C'est pas sûr que ce soit vrai. Mais il est bien possible que ce soit vrai et que ce soit ça qui attire effectivement. Alors, si effectivement, les femmes sont parfois attirées, alors qu'elles ont le beau et l'aimable, par quelque chose qui est malhonnête, enfin qui est fâcheux et qui est laid, c'est que les hommes, que les femmes ne cherchent pas la beauté et voilà. Et donc on cherche le mal. Alors non, on est chez Baudelaire. Vous savez, chez Baudelaire, il nous dit nous ne cherchons pas le bien, nous ne cherchons pas le beau, nous cherchons le mal. Nous cherchons les putains les plus putains, les criminels les plus criminels. C'est ça que dit les Fleurs du Mal, hein, au centre. Nous ne cherchons pas, évidemment, la beauté. Parfois, ça peut nous arriver, mais essentiellement, nous sommes pécheurs. Alors ça, c'est le catholicisme profond de Baudelaire, mais c'est aussi celui peut-être de Brantôme. Il est bien possible que les hommes ou que les femmes, ici il s'agit des femmes, ne soient pas du tout attirés par la beauté, mais par quelque chose d'autre qui les intéresse plus, alors qui est peut-être le mal, qui est peut-être le laid, qui est peut-être le malhonnête, mais vous voyez qu'il ne le traduit pas comme Baudelaire en termes de péché. Brantôme, le guerrier catholique, est moins catholique que le catholique Baudelaire, en réalité, qui lui ne pense qu'en termes de péché. Là, bon, ben oui, c'est comme ça. Voilà, c'est pas trop grave en réalité. C'est pas trop grave. Elles sont sympathiques malgré tout, hein, voilà. Et volontiers, les hommes beaux et honnêtes sont un peu plus délicats et moins habiles à rassasier une luxure excessive. Donc, mesdames, si vous avez un mari beau et honnête, bon, ben, il est pas mal, mais bon, voilà, pour le sexe, il faut aller voir ailleurs, hein, voilà. Voilà ce que dit la vie populaire, en effet, voilà. Tandis qu'un grand, gros, ribot, barbu, rustaud et satire, alors c'est vraiment d'écrivain, hein, voilà. Elle reprend les mots de notre ami Brantôme. Grand, gros, ribot, barbu, rustaud et satire. On dirait la poésie sonore. Voilà, bon. Hein, voilà, ça, il en rajoute un petit peu. Et on termine par satire. Donc, c'est cette espèce d'être humain, animal, poilu partout, hein, qui ne pense qu'à se taper les nymphes par là et qui échoue en général d'ailleurs, et qu'on voit dans les forêts et qu'on représente dans la mythologie grecque et sur les vases grecs en abondance. Donc, voilà. Alors, on voit à peu près ce que c'est qu'un type laid d'ailleurs à la Renaissance. Hein. Il est gros, barbu, c'est pas très bien, rustaud, paysan, et puis satire. Donc on a le paysage. Et donc effectivement, cette espèce de Quasimodo, étrangement, peut attirer davantage, voilà. Eh bien, si la Vox Populi dit ça, d'autres, mais qui ? Hein, on ne sait pas qui, d'autres voix. Alors vous voyez, on est comme chez une autrice contemporaine que j'aime beaucoup, qui est Nathalie Sarraute. Il y a des voix qui parlent. Il y a des gens qui parlent. Vous avez peut-être lu un livre qui s'appelle Les fruits d'or de Nathalie Sarraute. Alors, il y a un roman qui sort qui s'appelle Les fruits d'or. Et alors, pendant une partie, il y a des gens qui en disent du bien. Alors, c'est bon, c'est génial. Quand vous n'avez pas lu Les fruits d'or, on ne sait pas qui parle, mais ça parle. Et ça monte de plus en plus jusqu'au moment où ça se renverse. Ah oui, les fruits d'or, c'est peut-être pas si bien que ça. Et puis, c'est pas bien, c'est nul. Quoi, vous êtes encore en train de lire Les fruits d'or, mais on ne sait pas qui parle. C'est une espèce de voix qui parle, voilà, des voix. Alors, c'est parfois ce qu'on appelle le discours. Alors, en linguistique un peu contemporaine, ça parle de tous les côtés. Donc, voilà, d'autres, au présent, disent que la femme qui a un bel ami et un laid mari, et les caresse tous deux et bien tant putain, parce qu'elle ne veut rien perdre de son ordinaire et de sa pension. Alors, l'ordinaire, donc, c'est ce que je reçois tous les jours, et la pension, c'est ce que le roi, par exemple, me donne comme pension. Et donc, effectivement, elle a effectivement le bel ami. Elle a un bel ami, un laid mari, mais quand même, elle va les garder tous les deux. C'est quelque part, pour la logique romantique un peu moderne, enfin voilà, c'est très immoral. En général, quand les femmes modernes ont un amant, elles sont pas très gentilles avec leur mari, parfois, voilà, ou vice-versa, voilà. Non, là, tout le monde est satisfait, et surtout les femmes, bien entendu, parce que elles veulent avoir leur ordinaire, leur pension. Et oui, voilà, c'est-à-dire, effectivement, on va quand même pas abandonner son mari, bien qu'on ait un bel amant, parce que quand même le mari, il fait son boulot la nuit, quoi. Hein, voilà. Et donc, on a une sorte d'amoralité totale, pas immoralité, amoralité totale. De ces femmes ressemblent à ceux qui se font par pays, donc qui voyagent, hein, qu'on voit n'importe où, voilà,
surtout en France, et qui, arrivé le soir à la soupe et du logis, n'oublie jamais d'exiger à l'hôte la mesure du maillet. Madame a mis une traduction, et il faut qu'elle l'ait, même si ce cheval est rassasié jusqu'à la gorge. Donc ces dames-là ont passé leur journée avec leurs amants, beaux et honnêtes, bien entendu, mais le soir, quand même, il leur faut aussi le petit supplément, donc le maillet. C'est-à-dire pas grand-chose en plus, et comme je vais dans une auberge, effectivement, je veux que mon cheval ait le maillet, effectivement, c'est-à-dire le petit supplément, puisque j'ai payé, hein, voilà, il faut qu'elle y ait droit. Et donc elle y a droit, puisqu'elle est mariée, elle y a droit aussi. Donc voilà, très clairement, pour Brantôme, comme un peu plus tard pour La Fontaine, les femmes sont avides de sexe, en réalité. Hein, c'est cette thématique-là. Hein, on n'est pas du tout dans le 19e siècle romantique, avec des femmes vaguement tuberculeuses, pâles et souffreteuses. Il leur faut la quantité, enfin voilà. Et la diversité, enfin, on le voit bien. Hein, voilà. On est en bonne santé au XVIe siècle. Hein. Quand on fait la guerre, on la fait vraiment. Quand on fait l'amour, on le fait vraiment. Et donc, les dames qui font l'amour et leur mari cocu, ben oui, d'accord. Hein, voilà. Ces femmes, pareillement, veulent toujours avoir à leur coucher, quoi qu'il en soit, la mesure de leur maillet, donc un mot très concret. Alors, c'est aussi un des traits de la littérature de la Renaissance, enfin du XVIe siècle, c'est qu'il y a un vocabulaire très très riche. On le voit chez Rabelais, on le voit chez Montaigne. On sait bien qu'à partir du XVIIe siècle, sauf chez La Fontaine et Molière, on va nettoyer la langue française de tout le vocabulaire trop concret, etc. Hein, voilà. Et au fond, on arrive à cette belle langue très clair à bien des égards, mais qui ne comporte pas des mots populaires comme maillet ou autre. Et donc, effectivement, on lit très facilement des textes de Voltaire, des textes de Le Sage à la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, on les lit toujours, la langue semble comme transparente pratiquement. Mais dès qu'on va dans le XVIe siècle, on a une langue avec beaucoup de mots, et encore, elle a un petit peu simplifié, chez Montaigne, chez Rabelais et autres. Rabelais et Montaigne, Brantôme sont retrouvés par les auteurs romantiques, parce que surtout un type comme Victor Hugo va dire ce qui me plaît dans la langue, c'est sa diversité. Vous connaissez ces vers. J'ai mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire. Plus de mots sénateurs, plus de mots roturiers. Je fis une tempête au fond de l'encrier. C'est-à-dire, je mets tous les mots, comme on le faisait à la Renaissance, comme le faisait Rabelais, comme le faisait Montaigne, comme le fait aussi Brantôme. Vous voyez ces mots-là. Et donc on passe d'une grande question à quelque chose qui est un peu matériel, et presque vulgaire, hein, le maillet qui apparaît là. Ces femmes sont comme ça, voilà. Mais elles veulent l'accroître, le double en quelque façon, désirant l'ami pour le jour, parce qu'en éclatant sa beauté, la belle lueur du jour fait sentir d'autant plus l'envie à la dame, et lui donne plus de plaisir et de contentement, et monsieur le mari l'est pour la nuit. Car comme on le dit, la nuit tous les chats sont gris. Alors oui, là commence à se faire une distinction de plus en plus forte entre l'amour au sens sexuel et la contemplation de la beauté. Il y a une sorte de mythologie au cinéma, dans la littérature, depuis le XIXe siècle, sont désirables les beaux corps, bien illuminés, etc. Et quand on regardait même des films pornographiques, que tout le monde regarde toute la journée sur Internet apparemment, voilà, les acteurs et les actrices sont censés en général être beaux. Voilà, ce qu'on appelle beau. Voilà, pas trop gros, pas trop vieux, élégant, etc. Et évidemment, dans les films romantiques, non porno, c'est pareil. Hein, Roméo est avec Juliette et ils sont beaux. Mais quand Gérard Philippe joue dans La Chanteuse de Parme, il est beau, bien entendu, tout le monde est d'accord, il est beau. Et évidemment, les comédiennes qui sont en face, qui jouent Clélia ou la Sainte Sévérina, sont évidemment belles, bien entendu. Donc pour nous, effectivement, l'amour a partie liée avec la beauté. C'est une très vieille idée. Hein. Les Grecs pensaient quelque chose comme ça. Effectivement, on voit bien que Vénus est belle, et puis, bien sûr, Hélène est belle, Paris est beau. Enfin, voilà, ce qu'on va représenter, c'est cette idée de beauté. Très bien. Et cette idée donc est très ancienne et très prégnante aujourd'hui, et presque même terrifiante, hein, puisque donc il faut que les jeunes filles et les jeunes gens soient absolument beaux, mannequinés en quelque manière, jusque presque à l'horreur de cela. Très bien. Or ici, autre idée, ce n'est pas du tout sûr, parce qu'effectivement la sexualité n'a pas grand-chose à voir avec l'expérience de la beauté. Ce n'est pas le même chemin dont il est question. Et donc le désir sexuel, la nuit, tous les chats sont gris. Monsieur le mari l'est, il peut faire l'affaire. Mais le jour, c'est pas pareil. Avec l'amant, dans un salon, dans un château, etc., là où on fait la cour, on n'a pas simplement besoin d'avoir un bon embourreur du bas.
Alors l'expression est incroyable, enfin voilà, un embourreur du bas, quoi, voilà, un embourreur du bas, voilà. Ça, oui, c'est efficace, hein, voilà, c'est efficace, hein, voilà, un embourreur du bas, voilà. Ça, on dirait une insulte du capitaine Haddock, espèce d'embourreur du bas, enfin voilà, un truc comme ça. Bon, la langue du XVIe siècle est assez extraordinaire, et je sais gré à Madeleine Lazare de ne pas avoir corrigé, hein, l'embourreur du bas. Donc, évidemment, dans un salon, quand on est la princesse de Clèves et qu'on voit apparaître le duc de Nemours, au temps d'Henri II, il est bon que le duc de Nemours soit très beau, et elle est très belle. Mais écoutez, Madame de Clèves ne va pas coucher avec le duc de Nemours. Et d'ailleurs, je suis pas sûr qu'elle couche aussi avec son mari, au demeurant. Elle n'a pas l'expérience de l'embourreur du bas, en quelque manière, dont parle ici Brantôme. Hein, voilà le truc, hein, voilà l'affaire. Alors, monsieur le mari l'est pour la nuit, car, comme on dit, la nuit, tous les chats sont gris. Et voyez comme c'est joliment écrit, le monsieur le mari pour la nuit, tous les chats sont gris, hein, on rit là-dessus. Car, comme on dit, la nuit, etc. Car, comme je le tiens de plusieurs. Alors, qui sont ces plusieurs? Bon, il y a des gens qui le disent, hein, voilà, j'ai les infos. D'une source peut-être sûre, mais on ne sait pas très bien. Et là, le texte passe à une autre profondeur. On est en ces extases de plaisir, et voyez que le « on » inclut potentiellement le « je ». C'est très rare chez Brantôme. C'est pour ça que j'ai choisi en partie ce passage. Parce qu'en effet, là, il y a une sorte d'expérience personnelle. Moi aussi, enfin nous, hein, on est en ces extases de plaisir, l'homme comme la femme, donc on est une égalité absolue, hein, voilà, c'est exactement pareil, l'homme comme la femme ne pense à d'autres sujets qu'à celui qu'il traite à l'instant présent. Alors, c'est une belle périphrase, à celui qu'il traite à l'instant présent. C'est pas la personne qui est en face, l'homme ou la femme, la belle dame du temps présent ou du temps jadis, ou le beau garçon, etc. Je pense qu'à l'affaire que je traite en ce moment. Périphrase qui décrit ce que l'on veut. Un peu plus loin, il y en a de certaines de sales. Donc on va dire, oui, voilà, l'homme fait ceci, la femme fait cela, et ce qui l'occupe, c'est la chair, le sein, la fesse, le sexe, enfin voilà, c'est de ça dont il est question, voilà. Et donc on a une belle périphrase pour nous laisser entendre ce dont il est question, mais qu'on ne nomme pas à cet endroit-là. Et vous voyez, Brantôme ne va pas être un auteur cochon, on va dire, hein, dans ce sens-là. Vous voyez, on emploie d'autres expressions. Eh bien, encore que la tienne de bien que plusieurs dames ont fait croire à leurs amis que lorsqu'elles étaient avec leur mari, et afin de prendre plus de plaisir, elles tournaient leurs pensées avec leur ami et ne songeaient nullement à leur mari. Alors, donc, ce sont des coquines, apparemment. Mais elles sont plus coquines que coquines. Parce que donc, elles sont apparemment coquines, puisque en couchant avec leur mari, elles pensent à leur ami. On va dire, oui, bah, c'est un peu coquines. Mais en fait, non, elles sont encore plus coquines que ça. Parce que suggèrent les gens qui ont raconté ça à Brantôme, et Brantôme reprend ça, elles mentent en disant ça. Elles ne pensaient pas à leurs amis quand elles couchaient avec leur mari. Elles pensaient à quoi elles étaient occupées. Alors, à quoi elles étaient occupées, on ne sait pas. Hein, voilà. Mais elles ne pensaient pas à leur petit ami, charmant ou pas charmant. Elles étaient dans l'action. Et donc, c'est bien au cœur de ce dont nous parle Lacan quand il dit qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de rapport sexuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport avec quelqu'un d'autre, véritablement. On est dans une action physique. Ce que décrit Baudelaire avec horreur, en disant quand les hommes et les femmes font l'amour, mais les lesbiennes aussi pensent à ça aussi, il n'y a pas de relation, ce sont comme des bêtes. C'est la chair, simplement, qui est dedans. Et c'est horrible. C'est horrible, et Baudelaire dit, regarder un couple, c'est abominable. Hein, voilà. On n'est pas dans la relation, dans l'échange, comme dans la conversation honnête, etc. On est ailleurs. Et donc, on est dans quelque chose qui est très étonnant, enfin, qui donne à réfléchir. On se dit, tiens, ces types du XVIe siècle réfléchissent sur ces questions-là. À quoi pense-t-on quand on est en train d'être dans l'acte sexuel? Vous voyez, c'est pas un texte grivois, au sens où il y en a plein au XVIe ou XVIIe siècle, on raconte des histoires paillardes, etc. C'est un texte interrogatif. Et là, on est très proche de Montaigne, hein, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe voilà, dans cette affaire-là. Il ne s'agit pas de faire jouir le lecteur, vous voyez, enfin, comme dans des textes pornographiques, il s'agit de faire réfléchir sur quelque chose qui est une expérience commune. Bon, la plupart des gens ont eu l'occasion de faire l'amour, mais à quoi ils pensent? À qui ils pensent? Est-ce qu'ils pensent à la personne qui est en face et autres? Alors, évidemment, on a envie de dire, oui, je pense à la personne avec qui je suis, parce que je l'aime, parce que ceci, parce que cela, etc. Et Brantôme dit, c'est pas si sûr. C'est même pas sûr qu'on pense à notre maîtresse à ce moment-là.
ou un autre amant. Voilà, et on pense peut-être à rien d'humain. Hein. Voilà la question qui fascine et horrifie beaucoup plus tard Baudelaire. Et j'ai entendu des maris dire pareillement qu'étant avec leurs femmes, ils songeaient à leur maîtresse. Les maris font la même chose que les femmes. Enfin, voilà. Mais non. C'est abus. Ils ne pensent pas à leur maîtresse. Ils ne pensent pas non plus à leur femme. Ils pensent à ce qu'ils font. Voilà. Et ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font. Hein, voilà. Je me souviens d'avoir appris un mot. Une fois, j'ai eu l'occasion de voir un film porno en Espagne, et je ne parle pas un mot d'espagnol. Et donc, j'étais avec des amis, j'étais un peu jeune, et en sortant du film, j'avais appris un mot d'espagnol qui était mas. Parce que les actrices disaient constamment mas. Alors, je croyais que ça voulait dire masse-moi, enfin voilà. Et j'ai encore plus, voilà. Et donc, ça traduit assez bien Brantôme. C'est-à-dire, voilà, c'est pas je t'aime, je t'adore, c'est mas. Hein, voilà, bon. Alors, j'ai pas très bien compris, enfin voilà, mais bon, il faut bien voir les films, enfin voilà. Et donc, on n'est pas dans la relation sexuelle, on est dans un truc animal, hein, dont il nous parle là. Les philosophes naturels, c'est pas des philosophes sauvages nés, je sais pas où, hein, dans la nature. C'est des philosophes qui ne sont pas des philosophes chrétiens, catholiques, c'est des philosophes volontiers lucrétiens, hein, voilà, au XVIe, XVIe siècle. Ce sont des philosophes qui s'intéressent à la physique et qui mettent entre parenthèses Dieu, qu'ils y croient ou qu'ils y croient pas, enfin peu importe. Hein, on est de ce côté-là, non, les philosophes naturels. Donc Lucrèce, les épicuriens, philosophes naturels. Les philosophes naturels m'ont dit que seul l'objet présent les dominait alors et non l'absent. Alors ça vient un petit peu de la philosophie d'Épicure, hein, effectivement c'est la question des fantasmes, enfin des fantasmes pas au sens des fantasmes sexuels, mais les images qui viennent vers nous quand je vois quelque chose, quand je rêve, je peux voir une maison, une femme, un château dans lequel je ne suis pas, et donc c'est un fantasme, une image, hein, voilà, et donc ils ont des tas d'idées. Et non, là, dans l'amour, ce n'est pas effectivement, pour ces philosophes naturels, l'absent, c'est-à-dire la maîtresse qui est la mienne, pendant que je couche avec ma femme auquel je pense, c'est la chose même qui est là. Rien d'autre, voilà, simplement. Alléguant cela de nombreuses raisons, mais je ne suis pas assez bon philosophe, comme les philosophes naturels, ni assez savant pour les énumérer, d'autant plus qu'il y en a certaines de sales. Alors ça, c'est atroce, enfin, cette manière d'écrire, enfin, c'est atroce, c'est très bien. C'est-à-dire, je ne vous dirai pas les raisons, mais je vous les dis, sans vous les dire, les raisons, il y en a que je ne peux pas dire parce qu'elles sont sales. Et donc, je ne vais pas vous faire la description des fesses, des seins et des trucs de ce genre, etc. Il y en a de sales. À vous de les imaginer, vous, lecteurs. Mais il n'y a pas cette idée chez Brantôme. Vous, lecteurs, vous êtes un petit salopard. Mais ce qu'on va trouver chez d'autres, hein, des auteurs de récits libertins ou autres. Tu y penses, toi, tu es un petit coquin, voilà, un truc comme ça. Non. Bon, d'accord, tu y penses. Mais on est entre nous. C'est pas grave. Enfin, on réfléchit vraiment sur la chair. Hein, voilà. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Et on rigole en même temps. J'entends respecter la pudeur. Ah bah oui, bien sûr. J'entends respecter la pudeur, bien sûr, bien entendu. Comme on dit, mais pour parler du choix de la laideur en amour, j'en ai vu beaucoup dans ma vie, dont je me suis étonné 100 fois. Et donc, effectivement, je m'étonne, on s'étonne. On cherche aussi, nous autres, le grand secret. Alors, en citant ça, je cite un texte d'Henri Michaud qui s'appelle Le Grand Combat, qui commence comme ça. Il l'emparouille et l'endosque contre terre. Il le marmine, il lui roupette jusqu'à son drap, etc. Alors, ils se battent. Enfin, voilà. Michaud fabrique un combat. Et puis, à un certain moment, il y en a un qui s'effondre. L'un s'effondre, s'espudrine, se défait, se ruine. Et puis, mégères alentours qui pleuraient dans vos mouchoirs, elle regarde, voilà. On s'étonne. On cherche aussi, nous autres, le grand secret. Alors, quelque part, dans le texte de Michaud, et cette idée, il y a un combat. On ne comprend pas. On ne sait pas qui se bat. On ne sait pas pourquoi ils se battent. On ne sait pas jusqu'où. Enfin, ils se battent jusqu'à la mort. Il y en a un qui est complètement étripé. Et autour, il y a des femmes qui regardent pendant que les autres crient « Abra !» Bon, et on s'étonne. On cherche aussi, nous autres, le grand secret. Là, on est bien dans quelque chose qui est très ancien dans la pensée, qui est vraiment fondamental et qu'on retrouve chez Brantôme. On s'étonne de quelque chose, on s'étonne que les hommes et les femmes ne cherchent pas la beauté, l'honnêteté, etc. On s'étonne des rapports au corps que les êtres humains ont. On a entendu parler et on a envie de savoir, on cherche le grand secret, mais on ne le donne pas. D'ailleurs, on ne l'a pas, peut-être qu'il n'existe pas. Donc, il n'y a pas de rationalisation ultime, style Descartes. Il n'y a pas non plus de clé ésotérique qui nous dirait allez chez le gourou machin, c'est la faute au diable, ou je ne sais pas quoi, enfin, vous voyez, un truc comme ça. On est laissé de cul
devant un problème, on va dire, philosophique, par quelqu'un qui dit qu'il n'est pas philosophe. Voilà, je ne suis pas philosophe, mais je vous laisse un problème philosophique, à vous de le ronger, de le sucer véritablement. Et ce problème, c'est un problème concret, c'est effectivement, qu'on connaît tous. Parce que tous, un jour ou l'autre, on s'est étonné de la vie amoureuse de soi-même, mais des autres, bien entendu. Et on en parle, c'est surprenant. Voilà, pas simplement les stars, pas simplement Johnny Hallyday, Laetitia, qui est fascinant, hein, voilà, ou n'importe, Sarkozy, les Carla, ou je sais pas quoi, enfin voilà, pas simplement ça, d'accord, mais nos voisins, nos proches, notre vie, etc. Et donc, la vie amoureuse est un champ d'interrogation sans fin pour chacun d'entre nous, passant par le spectacle, effectivement, des autres. Et donc, on n'a pas de système philosophique, évidemment, hein, Descartes, Leibniz ou autre. On n'a pas de clé ésotérique, mais on n'a pas non plus de religion. La religion est mise entre parenthèses. Hein, vous voyez, la référence au philosophe naturel est très importante. Hein, c'est un auteur extrêmement libre, Brantôme qui écrit. C'est pareil quand il écrit sur les femmes illustres ou sur les hommes illustres. Il est extrêmement libre. Il est même libre de raconter des histoires qui n'ont pas lieu d'être. Je lisais tout à l'heure la vie de Marie Stuart. Il explique à la fin que le bourreau, après avoir exécuté Marie Stuart, viole le corps de Marie Stuart. Alors, c'est un passage sublime, mais c'est faux. Enfin, il n'y a aucun témoignage. Il l'invente complètement. Enfin, voilà, ça n'a aucune importance, mais c'est super. Voilà, c'est bien. Littérairement, c'est très bien. Mais c'est affreux. Enfin, c'est abominable. Enfin, voilà. Mais c'est voilà bon. Donc, il se fiche de l'histoire, enfin, de la vérité objective, pour donner à penser des trucs et des machins et produire des émotions. Donc, on voit bien qu'il ne pouvait pas le publier de son temps, il n'a même pas cherché à le publier. Il écrit librement, de manière sauvage. On va dire comme, par exemple, le dernier Artaud, qui écrit, vous savez, les lettres de Rhodez, des lettres, il est à moitié fou, enfin, il est fou, enfin, aux yeux de la société moderne, enfin, voilà. Mais il écrit des choses qui sont extraordinaires, et plus extraordinaires que celles d'Anatole France ou de gens plus publiables. Voilà. On va arrêter là-dessus. La prochaine fois, on ira peut-être avec quelqu'un de très connu, qui est Voltaire, et on prendra le tremblement de terre de Lisbonne, et parce que ça nous permettra de reparler encore du Covid, de trucs, enfin, vous voyez, voilà. Donc ça sera le 2 ou 3 ou 4 novembre, quelque chose comme ça, voilà. Voilà. Vous venez d'écouter à l'instant Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche le 5 octobre 2020 lors d'un classique au détail consacré à l'ouvrage Vie des Dames galantes de Brantôme.